Vous le savez, le Rendez-vous Tech est financé à 100% par les auditeurs qui choisissent de soutenir les émissions et les créateurs qui font des choses qui leur plaisent. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Valentin, François Van Hove, Batam, Julien Chantel et Harry Letola. Merci à vous tous et à tous les patriotes du Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toutes les semaines l'actualité de la technologie, d'internet, des gadgets, tous ces trucs qui étaient à l'origine juste des trucs de geek qui étaient marrants et qui aujourd'hui sont devenus tellement importants pour tout le monde, dans la société, puisque ça touche à absolument tout. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas aussi parler de petits gadgets marrants, comme par exemple d'un téléphone pliable annoncé par Samsung, de l'influence que va avoir la montée en flèche des trottinettes électriques sur la manière dont on vit, dont on se déplace, sur plein d'autres choses. On a plein de choses dont on va vous parler, notamment des animateurs télé composites qui sont désormais utilisés sur une chaîne d'information chinoise, sur le Singles Day d'Alibaba, qui est un phénomène monumental qu'on n'a pas forcément vu venir, sur la nouvelle chaîne de streaming de Disney qui devrait arriver bientôt, et plein d'autres choses hyper intéressantes. Je suis Patrick Béja, et aujourd'hui, on fait un de mes types d'épisodes préférés, puisqu'en plus des animateurs habituels que j'ai le plaisir de recevoir, comme Kassim Ketfi, qui se joint à nous encore une fois. Comment ça va, Kassim? Oula, ça va très bien. Merci de me recevoir une nouvelle fois. Mais après, c'est quand même une invitation un peu... J'ai deux casquettes, je pense, pour cet épisode, parce que je marche aussi avec l'autre catégorie d'invités. Oui, c'est vrai. Eh bien, l'autre catégorie d'invités, c'est les épisodes de temps en temps, quelques fois par an. On invite certains patriotes qui sont hyper généreux et qui ont donc droit à être animateurs d'un jour, qui viennent donc dans l'émission pour nous livrer leurs avis, leurs opinions et leur expérience, eux aussi. Et c'est donc un de ces épisodes spéciaux et j'ai le plaisir renouvelé de recevoir Aounchi, qui lui est un habitué. T'as dû en faire, je sais pas, 5-6 des épisodes de ce type-là. Comment ça va, Aounchi? Ça va très bien. Non, 5-6, je dois être à 2-3, qui est quand même pas mal déjà à mon compteur. Tu sais, en fait, on se parle tellement souvent avec les apéros virtuels que j'ai l'impression que on est tout le temps ensemble. Donc, c'est pour ça, je pense. C'est ça. Donc, Aounchi, qui travaille dans les télécoms, donc qui peut nous livrer ses avis sur ces sujets également. Et on a un petit nouveau qui est juste là, à côté de nous, qui est le grand métalleux des patriotes. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est Vivien qui se joint à nous. Vivien Lalu, comment ça va, Viv? Hello, ça va très bien. Quel professionnel, j'ai adoré l'introduction. Bon, tu es musicien, tu fais de la musique pour toutes sortes de médias et tu es également musicien pour toi, donc tu es plutôt un métalleux, comme je l'ai teasé dans la présentation. Oui, tout à fait. Même si je touche à d'autres styles de musique aussi dans mon cadre de boulot en tant que compositeur, mais tu as raison. J'adore le métal. Oui, je le précise parce que c'est vrai que ta photo Skype porte les longs cheveux du métalleux qui fait non, du headbanging. Non, c'est le professeur Rogue dans Harry Potter, c'est une photo d'Halloween party en fait. D'accord. C'était une perruque. T'as pas vraiment les cheveux aussi longs? Voilà, non, je les avais il y a longtemps, mais je les ai coupés il y a très longtemps. Ah, d'accord. Mais c'est juste un costume de Snape avec la baguette officielle. J'ai vu la baguette, mais je me suis dit un métalleux. Donc t'avais quand même les cheveux longs, je me suis pas complètement planté non plus à un moment, mais après t'as grandi, t'es devenu un adulte. Et ça fait d'ailleurs un lien avec un de tes sujets qui est le droit à la disparition des données personnelles sur Google. Il y a des photos de moi qui traînent, je pense, sur Google avec des cheveux longs, des trucs que j'aimerais voir disparaître. Enfin, bah écoute, on va pouvoir en reparler d'ici quelques minutes, mais on va commencer avec le gros sujet tech, geek, gadget de cette semaine, puisque Samsung a, comme prévu, annoncé
on va dire pas complètement son téléphone pliable, mais à moitié annoncé son téléphone pliable, puisque ils ont tenu une conférence la semaine dernière où ils ont montré... c'est un petit peu bizarre à dire qu'ils ont montré une partie du téléphone, mais ils ont montré le fonctionnement en gros du téléphone, puisque cet appareil était enfermé dans une sorte de coque qui ne laissait pas voir son design précisément. Et ils ont juste montré les écrans, puisqu'il y en a plusieurs, un écran sur le devant de l'appareil quand il est plié, qui a la forme d'un téléphone classique, mais on ne connaît pas du tout l'épaisseur puisqu'il était en fait dans une boîte pliable lui-même. Donc un écran qui est de type classique, même s'il est un petit peu plus allongé, peut-être un petit peu plus petit, et un écran, une fois qu'on ouvre cet appareil, qui, lui, s'ouvre un petit peu comme un livre, et il y a cet écran pliable qui semble ne pas vraiment avoir de pliure au milieu vraiment visible. C'est difficile à dire parce qu'ils l'ont tenu dans le noir, dans un petit peu loin, donc il faudra le voir d'un petit peu plus près pour avoir une idée précise de la manière dont ça fonctionne, mais effectivement, ce deuxième écran se déplie quand on ouvre l'appareil et donne un format qui est comparable à une tablette de environ 7 pouces, peut-être un petit peu plus. Et on est, oui c'est ça, 7,3 pouces je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et l'écran, quand il est plié, l'écran a un énorme menton et un énorme front, donc les bordures sont très très grandes quand l'écran est replié, donc le petit écran du devant, et il fait 4,5 pouces environ dans ce format très allongé de 21/9. Donc l'appareil, là où c'est intéressant, c'est que a priori leur OS est vraiment pensé pour cet appareil et il y a des fonctionnalités du type quand on a une application qui est lancée sur le petit écran et qu'on ouvre l'appareil, eh bien l'application se déporte sur le grand écran avec un affichage adapté au grand écran. Et c'est un des modèles d'utilisation du truc, parce qu'on se rend compte que oui, l'écran de face est un petit peu petit, mais si on a des trucs qui nécessite plus de manipulation à faire, on peut ouvrir l'appareil et travailler sur le grand écran qui est donc en gros une taille, on va dire d'iPad mini, peut-être un petit peu plus petit, mais quand même beaucoup plus conséquent qu'un téléphone classique. Quel est l'intérêt de la chose? Ça reste à déterminer, mais ce qui est vraiment la raison pour laquelle on parle un petit peu de futur, c'est que le téléphone pliable est un peu un fantasme des geeks de tous bords, parce que cette idée qu'on va avoir un écran qui s'adapte à l'utilisation est séduisante. En tout cas, c'est quelque chose qui nous permettrait de réduire l'encombrement des appareils, ce qui est toujours une recherche, je dirais, un petit peu permanente des gens qui aiment ce genre de gadgets, tout en gardant la fonctionnalité d'un appareil avec un écran de taille raisonnable. Donc, ils ont montré ça. Pas du tout le design, mais juste la manière dont ça fonctionne. Ils ont montré quelques autres choses sur lesquelles on viendra peut-être un petit peu plus tard, mais il a été présenté sous cette forme aujourd'hui. Il sera présenté avec son design final ou semi-final, a priori en début d'année prochaine, possiblement au CES, pour un lancement au printemps. Donc on y arrive vraiment. Là, on est à 6 mois du lancement, et on peut imaginer que Samsung ne lance pas des informations en l'air comme ça, qu'ils ont quand même un certain sérieux dans leur présentation. Je me retourne vers Cassim qui couvre les téléphones Android régulièrement. Du coup, un écran pliable, un téléphone pliable, ok, le fantasme est très certainement présent chez les geeks, mais pourquoi faire? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est utile, nécessaire? Qu'est-ce que t'en penses, toi, avec ta grande connaissance de ces appareils? Oula, c'est le moment où il faut que je me grille. Tu dises quelque chose d'intelligent. Oui, il faut que je me grille pour les années à venir, qu'on pourra réutiliser l'enregistrement pour dire si j'avais raison ou non, quoi. C'est l'épisode de Google Glass, en fait, c'est ça? Exactement. Alors, moi, je pense qu'il y a quand même deux visions un peu qui s'opposent. C'est d'un côté l'appareil, donc là, ce qu'a présenté Samsung, qui est un peu l'appareil qui ferait tout à la fois, couteau suisse, en fait, et qui se transformerait de smartphone à tablette.
Et pour moi, la vision peut-être de Google est presque opposée dans le sens où eux, j'ai l'impression qu'ils veulent plus faire un écosystème d'objets qui derrière utiliseraient tous la même interface, le même logiciel, qui serait surtout Google Assistant par exemple. Et donc tu aurais tous tes appareils en fait qui auraient les mêmes données, les mêmes photos, le même stockage dans le cloud, etc. Ouais, c'est ce qu'on appelle souvent l'informatique ambiante en fait, qui a pas un appareil, mais c'est l'utilisation qu'on en fait des objets qui sont un petit peu partout, mais c'est le même compte entre guillemets, ouais. Passe d'appareil en appareil, mais sans vraiment, en ayant une expérience assez cohérente, quoi. Là, c'est vraiment l'appareil qui veut faire tout, quoi. On peut même imaginer, tu vois, t'as un téléphone, tu le transformes en tablette, et après, on peut même imaginer le brancher à un écran externe et qu'il devienne un peu un ordinateur de bureau, enfin, et avoir un peu tous ces usages concentrés vraiment dans un appareil. Moi, j'ai un peu peur. Je pense que Samsung est très bon en matériel, en développement de hardware, etc., et que cet appareil sera probablement d'excellente qualité, j'ai aucun doute là-dessus, vraiment sur le matériel, mais j'ai plus peur sur le logiciel, c'est vraiment le suivi de l'écosystème et des applicatifs en fait qui seront vraiment utiles pour se passer d'un téléphone à une tablette, voilà, d'avoir une application qui sera vraiment. Est-ce qu'on n'aura pas, par exemple, des applications qu'on préférera finalement que utiliser en mode téléphone et finalement on dépliera jamais l'appareil. Enfin il va vraiment falloir résoudre le problème de l'usage et pour moi du suivi logiciel en fait. Et c'est là où Samsung a jamais vraiment réussi, piégés comme ils sont dans l'écosystème Android qui est beaucoup plus gros. Et donc ils ont jamais pour moi réussi vraiment à lancer quelque chose sur le plan logiciel comme par exemple pouvait le faire Apple avec son App Store ou Google avec Android en général. Bah là, il faut avouer que eux, finalement, ils représentent qu'une partie, même si c'est le premier fabricant d'Android. Ah, oui. Ce que je voulais ajouter, c'est que sur ce téléphone en particulier, ils ont travaillé avec Google pour s'assurer que l'expérience utilisateur soit cohérente. Et on voit d'ailleurs que même en dehors de cet appareil spécifique, ils ont annoncé également leur One UI, leur nouvelle interface utilisateur, qui elle pour le coup est beaucoup plus travaillée, qui va s'étendre à quasiment tous leurs appareils, ou en tout cas aux appareils à venir et aux S8, S8 Plus, Note 8, etc. Mais qui semble être beaucoup plus travaillé, beaucoup mieux designé, avec beaucoup plus d'intelligence, justement. Donc, peut-être, il semble mettre beaucoup plus d'efforts dans cette partie de l'expérience utilisateur aussi. Donc, il y a peut-être un espoir à avoir là-dessus, quoi. Et comme tu disais, ils n'ont pas présenté de produit, ils ont juste annoncé un projet, et justement, ils l'ont annoncé à leur conférence des développeurs, ce qui est un signe fort, quoi, je pense. Donc à voir effectivement, l'appareil en tout cas semble être le type de choses qu'on pourrait imaginer pour ce type d'appareil. Quand on dit téléphone pliable, on se dit oui, écran devant et puis on ouvre et il y en a deux et les applications fonctionnent à travers les deux appareils. Donc là, je vais ouvrir je vais passer le micro aux patriotes, Aounchi et Vivien. Peut-être on va commencer avec Aounchi qui navigue dans l'univers des téléphones mobiles, enfin de la mobilité. Est-ce que c'est un appareil qui te fait envie, un truc comme ça ? Est-ce que le fantasme te séduit de ce type d'appareil ? Et ensuite, est-ce que l'implémentation que Samsung semble en faire est quelque chose qui te convainc ? Alors, je ne vais pas forcément répondre à ta question directement. Ah bah, c'est très bien, c'est ce que j'espérais de toi, Aounchi, très bien. Magnifique. On est connectés. Faut pas oublier un détail. Samsung, c'est oui un constructeur de smartphones. Oui, ils vendent beaucoup d'Android. Ça, c'est indéniable. Mais c'est aussi le leader du produit en composants. C'est lui qui fait le plus d'écrans pour les téléphones, surtout OLED. Là, Samsung va nous faire quoi ? Une démonstration technique. En regardant, regardez. Moi, Samsung, je sais faire un écran pliable. Il est fonctionnel dans un form factor. Parce qu'effectivement, le téléphone, on ne l'a pas vu. Il était dans une coque. Mais ils ont fait la démonstration technique on vous montre un produit qui fonctionne, qui est utilisable, et on a travaillé avec Google pour justement se soit intégré pour que vous développeurs, et vous, autres partenaires à qui on travaille pour vendre des écrans, eh ben vous puissiez l'intégrer dans vos produits. C'est vrai qu'il y a de ça. Message qui a passé Samsung. C'est tout à fait, tu as raison de le préciser, c'est une chose que j'ai peut-être pas évoquée et tu as tout à fait raison. Excuse-moi, tu coupes un peu, donc je vais résumer. Il y a
beaucoup de ça, mais il y a aussi le fait qu'ils vont vendre cet appareil. Je veux pas qu'on pense non plus que l'appareil va être uniquement là en démo technique. Moi, je pense qu'il n'était pas prêt à être montré. Ils veulent peut-être faire monter la sauce, mais ils vont aussi le vendre comme ils vendent leur Galaxy classique. D'ailleurs, ils ont déjà un nom. Ça va être le Galaxy F pour le Flex Display, Infinite Flex Infinite Flex Display. Continue, Aounchi, excuse-moi. Vas-y. Alors, sur le fait que je parle mal, mon téléphone vient me dire que j'ai une qualité médiocre, donc je m'en excuse, ça peut arriver un peu plus tard. Ce que je disais, donc oui, effectivement, Samsung vend aussi des téléphones. C'est bien évidemment qu'ils vont le vendre, ce téléphone. Ils vont le vendre cher, parce que ce sont les premiers. Oui, on parle de prix qui sont proches de $2,000, 2 000 €. Oui. Voilà. 1700, quelque chose comme ça. Après, est-ce que ça m'intéresse? Eh ben, je me ferme pas la porte. Je dis pas oui, je dis pas non, je dis à voir. Aujourd'hui, je me balade avec un smartphone et une tablette. J'ai un iPad mini. Donc, me dire un téléphone dans la poche qui, pour certains usages, typiquement regarder de la vidéo ou autre, qui est un usage quand même qui se développe énormément sur les réseaux. Enfin, on n'a qu'à regarder les consommations de Netflix sur la consommation Internet. Enfin, c'est énorme. Le nombre de regarder dans les transports, le nombre de personnes qui regardent des vidéos dans les transports. Donc, avoir un terminal qui permet d'avoir une meilleure expérience en multimédia, c'est pas négligeable à aujourd'hui. Ensuite, il y a un autre marché, il y a le marché des professionnels, des commerciaux, de ceux qui sont en itinérance. Ils n'ont pas forcément aujourd'hui, ils se baladent avec un iPad, un ordinateur, un smartphone. Leur dire, bah, écoutez, tu n'as plus qu'un seul terminal. C'est aussi magnifique pour les entreprises. Au lieu de fournir 3 équipements à leurs employés, n'en fournir plus qu'un, le téléphone. Je suis assez d'accord. Je pense qu'effectivement, tout va être basé sur l'épaisseur du truc, je crois. Parce que s'il est suffisamment fin pour que tu acceptes d'avoir un petit peu plus d'épaisseur que ton téléphone classique, mais que quand tu te poses dans le métro, quand tu te poses même sur les toilettes, c'est tout bête, mais tu te poses sur les toilettes et tu peux avoir un écran plus confortable en le dépliant, là, c'est acceptable. Si il faut avoir une épaisseur, puisqu'on, comme tu le disais, il est dans une coque, on pouvait pas voir l'épaisseur. Si l'appareil va tripler d'épaisseur, là, ça va être peut-être plus problématique. Vivien, toi, ça te... Vas-y, finis. En gros, s'il fait l'épaisseur du téléphone qu'on a vu avant du chinois, ils en vendront pas. Oui, celui dont on avait parlé la semaine dernière. Oui, non, mais ça, c'était une blague, voilà. C'est sûr. Non, mais c'était une blague, mais enfin, c'est ça. C'est là qu'effectivement, c'est un juste compromis entre les deux. Oui, on est d'accord. Vivien, téléphone, c'est presque... la réponse a l'air simple. S'il est fin, j'irais même jusqu'à dire, je ne sais pas pourquoi on n'en voudrait pas. Après, il y a la question du prix, mais il n'y a pas de raison de ne pas en le vouloir s'il est assez fin, non ? Ouais, bah en fait, le truc, c'est que mon questionnement était le même que toi au départ. C'était un peu à quoi ça sert en fait, pourquoi on a besoin de ça. Tu vois, on a tous ce fantasme, c'est sûr, d'avoir une espèce de feuille de papier interactive. J'imagine un mec qui tient un restaurant, qui veut un menu interactif sur une espèce de tablette pliable, ça peut avoir un effet waouh, c'est super. Mais dans notre usage quotidien de tous les jours, pour l'instant, je suis pas vraiment convaincu parce que on a des terminaux de plus en plus fins. On a quand même atteint une certaine finesse. Et tu vois, par exemple, on a eu les retours début novembre sur le Royal ou Royoli, je sais plus comment on prononce le nom de la boîte en anglais, mais le FlexPy, l'espèce de, tu sais, d'écran que tu replies et tout. Je trouvais ça vraiment moche. Ah oui, ben ça c'était celui dont on a parlé la semaine dernière. Ouais, voilà, et ça m'avait pas conforté sur le sujet, si tu veux. Et là, pour le coup, c'est vrai que quand Samsung a montré la direction qu'ils ont pris, j'avoue que j'aime bien le côté, bon ben voilà, c'est un smartphone, mais on peut le transformer en équivalent de tablette 7 pouces à peu près. Donc j'arrive à comprendre, si tu veux, ce point-là. Par contre, vu le prix, je suis pas du tout convaincu. En même temps, moi, j'ai un modèle plus, donc j'ai déjà arrêté d'utiliser mon iPad mini il y a longtemps. Donc bon. Vous m'avez un peu... Ouais. Vous m'avez un peu convaincu de l'appareil. Alors, je sais pas si ce sera celui-là du coup, mais en tout cas de l'orientation vers vers cette arrivée de smartphone qui se déplierait en tablette. Ce sera peut-être pas cette itération-là, mais peut-être dans quelques années quand le produit sera vraiment mature. Ouais, c'est vraiment l'usage que je trouve au final pour expliquer ce besoin d'écran flexible. Bah, ça peut pas faire de mal, hein, plus de flexibilité, c'est. Ouais. À quel prix ? C'est
tout le problème, parce que quand on parle de prix de 1700 €, ça n'est intéressant que pour les gens qui achetaient un téléphone et une tablette. À ce moment, on peut se dire, bon, bah, plutôt que d'acheter les deux, je vais en acheter un. Et voilà, mais le prix sera forcément plus élevé parce que les écrans est l'une des parties les plus chères de l'appareil. Et quand on en a deux, parce qu'a priori c'est comme ça que ça va fonctionner. Bon, mais encore une fois, là, on ne parle que d'un premier modèle. Les choses vont évoluer à terme, et ça sera peut-être pour des sociétés comme Apple ou d'autres un moyen de continuer à vendre des trucs plus chers et peut-être à vendre des équivalents tablettes à des gens qui n'en achetaient pas avant, parce que les iPads se vendent beaucoup moins que les smartphones, que les iPhones. Je pense pas que le raisonnement d'acheter un appareil à 1700 €, ce soit vraiment d'avoir un retour sur investissement et de se dire bon, j'économise sur l'achat d'une tablette et d'un téléphone et je peux acheter les deux en même temps. Là, pour l'instant, ce prix-là, c'est pour un marché vraiment ultra premium de personnes qui vont pouvoir s'afficher avec l'appareil en disant bah, j'ai le meilleur du meilleur de la technologie. Tu vois, c'est un peu comme l'iPhone 10 il y a un an. Maintenant, on voit l'iPhone 10R, par exemple, qui est plus accessible. Et puis la plupart des smartphones Android qui sont borderless aussi. Enfin, tu vois, ça, pour l'instant là, c'est l'année 0 où ça va être que pour quelques early adopters, mais pas pour tout le monde, quoi. Je suis d'accord à ceci près que la différence avec un iPhone 10 ou un téléphone avec un écran presque sans bord, l'ajout en utilisation est marginal sur ce type d'appareil. Sur les téléphones avec sans bord, tu gagnes 2 mm de bord, bon, ça fait joli, mais voilà. Avec un téléphone pliable, s'il est fonctionnel, tu as un vrai cas d'utilisation qui peut être une utilisation nouvelle, ajoutée, différente, tout ce qu'on veut, mais qui va t'apporter quelque chose. Ensuite, est-ce que ça vaut le prix, c'est une autre question. Mais... Je parlais vraiment qu'en termes de placement tarifaire, où quand tu dépasses les 1300 €, tu n'es plus sur le même marché que le grand public. Quoi. C'est purement sur ça que je parlais. C'est vrai. Ceci dit, moi... Vas-y, Vivien, vas-y. Ouais, non, je vais pas te couper la parole. J'avais juste un truc en tête, c'était juste... Parce que tu parlais tout à l'heure de fantasme de geek, et je voulais dire, il a été revu à la baisse quand même, le fantasme, parce que tu sais, on s'imaginait un écran qu'on allait pouvoir tordre et tout à fond. Enfin, on n'imaginait pas non plus un torchon qu'on allait tordre complètement. Non, mais on imaginait peut-être un écran déroulable. Tu sais, c'est plus vraiment du bend complètement comme ce qu'on imaginait, mais voilà, c'est devenu un peu plus réaliste du coup. C'est vrai. Bon, il faut y aller par étapes. Hein. Dans une dizaine d'années, on aura le truc, la feuille de papier comme dans. C'était quoi cette série ? C'était Caprica, je crois, où c'était juste une feuille de papier, n'importe quelle feuille de papier, et on avait des écrans qui s'affichaient dessus. Voilà. Donc dans un siècle, le 20 minutes, dans un siècle, voilà. C'est ça, exactement. Bon, bah voilà pour cet écran pliable. Et tiens, une autre utilisation qu'on n'a pas mentionnée, c'est s'il est dépliable comme ça et qu'il peut tenir sur un bureau, peut-être que la partie basse peut faire clavier et la partie haute peut faire écran, donc ça fait une sorte de micro-laptop. Ça peut être une utilisation, alors ça peut faire rire aussi, mais ça peut être une utilisation, pourquoi pas, envisageable. Parlons un petit peu de ces trottinettes électriques, parce que je savais pas très bien comment aborder ce sujet, mais la raison pour laquelle je voulais en parler, c'est que depuis quelques semaines, je vois dans ma veille, vous savez que je fais une veille régulière pour préparer l'émission, tous les jours je lis des dizaines d'articles, il y en a des centaines par semaine par lesquels je parcours, et j'ai jamais vu, je crois, autant de sujets sur un sujet ou d'articles sur un sujet, à moins qu'il y ait une actualité brûlante du type scandale, problème spécifique. Et tous les jours, j'ai l'impression de voir 2 ou 3 articles spécifiques sur telle ville parle des scooters électriques, telle société rachète une société de scooters électriques, tel grand constructeur automobile va se lancer dans la mobilité as a service en incluant les scooters électriques. Et alors, on peut mettre dans tout ce gros sac les vélos électriques et même peut-être les voitures électriques, puisque tous les constructeurs au monde sont en train d'annoncer depuis quelques jours ou quelques semaines leur modèle de voiture électrique à grande échelle
pour, on va dire, les 2-3 ans à venir. Donc, on y arrive vraiment. Le mouvement initié par Tesla est en train de se concrétiser vraiment dans le monde de l'automobile. Mais au-delà de l'automobile, il y a cette histoire de scooters et de services en free floating. Il y a des villes qui demandent, et Paris notamment, qui demandent à des sociétés comme... c'est qui à Paris? C'est Loop et Bird et je sais plus. Ils ont tous des noms en une syllabe, impossible à retenir. Mais... ils demandent donc à ces sociétés d'instaurer un esprit vertueux chez leurs utilisateurs. Alors, on ne sait pas trop bien comment, mais c'est vrai que les trucs sont abandonnés un petit peu partout, gênent le passage. Et puis d'un autre côté, il y a des gens qui pensent que, sincèrement, ce type d'utilisation va changer la manière dont on circule dans les villes, avec des problèmes comme le fait que dans certaines villes comme Paris, qui sont déjà pas prévues pour les vélos, bah, on peut pas circuler ni sur la voie des voitures, ni sur la voie, ni sur le trottoir, j'en perds mes mots, avec les scooters. Donc il y a une sorte de vide juridique. Je ne sais pas très bien comment m'y retrouver dans tout ça, et je ne sais pas si qui que ce soit sait comment s'y retrouver, parce que on est encore à une étape au début de toute cette histoire. Et du coup, je crois que personne n'a vraiment une expertise sur le sujet, mais juste pour faire un tour de table et essayer de réunir nos opinions sur la chose, comment on voit venir le truc. Encore une fois, Cassim, je vais te donner la parole. Ces scooters électriques, c'est quelque chose d'important et qui risque de changer la manière dont on se déplace en ville, ou est-ce que c'est une mode qui, un petit peu comme les promesses du... comment ça s'appelait le truc ridicule sur lequel on montait pour rouler... dans merde. les années 2000. Pardon le truc qui a été racheté par un Chinois. Mon Dieu je me rappelle plus. Vous pouvez pas nous aider, Aounchi et Vivien C'est sur 2 roues. Oui, c'est ça, les 2 roues en équilibre. Ah, les auditeurs sont en train d'exploser. Il y a des gyroscopes, non, encore avant. Encore avant. Pas Subway, merde. Overboard. C'est pas Subway, c'est un autre... le Segway. Segway. Merci. Je crois que les auditeurs étaient en train de... Mon téléphone est bloqué, il veut pas que je débranche mon micro. les auditeurs étaient en train de devenir fous. Oui, Segway. Donc, ils criaient derrière leur... C'est ça. Est-ce que c'est un Segway 2.0 ou est-ce que vraiment ça a une chance de faire quelque chose grâce à la technologie des smartphones du futur? Cassim, ton avis de futurologue indépendant? Bien sûr, très avisé surtout sur les sujets de la mobilité, parce que moi je prends à peu près que le transport en commun et je marche, donc j'ai un avis très très pertinent sur tout ça. Mais plus sérieusement, effectivement, donc je te suis sur le fait que c'est une grosse tendance. Enfin, il n'y a pas une journée effectivement sans qu'il y ait un vélo électrique ou une trottinette ou quelque chose qui soit annoncé, ou un service qui aille avec. Effectivement, à Paris, les services se sont multipliés. Et, par exemple, je sais que sur Numérama, c'est vrai que moi j'écris plutôt sur Android, mais je sais que sur Numérama, on en parle de plus en plus souvent, notamment sur Vroom. Et c'est, vraiment, c'était, on avait vraiment ouvert notre ligne édito sur ces sujets-là parce qu'effectivement, ça, pour moi, il y a une évolution effectivement de l'usage de ces services de partage de moyens de véhicules, de moyens de locomotion. Je vais y arriver. Ouais. C'est marrant parce que tout le truc, c'est sur ça. Pardon, vas-y. Je voulais juste préciser pour les auditeurs qui s'en rendent peut-être pas compte que même des trucs comme Uber, ça a mis beaucoup plus de temps à arriver. Uber, ça a mis, on va dire, 2-3 ans à s'imposer. Là, on parle de 6 mois. Et en 6 mois, tout le monde en parle. Ils sont partout. Alors, ils sont beaucoup plus faciles à déployer, évidemment. Mais s'il y a des gens qui pensent, c'est comme Uber, on nous refait le coup. Il y a quelque chose de différent. Ça ne veut pas dire que ça va mieux marcher, mais c'est juste que ça s'impose à une telle vitesse qu'il y a quelque chose qui interpelle quelque part, je crois. T'as encore moins besoin de payer d'employés, donc c'est magique. C'est pas faux. Vu que les gens utilisent eux-mêmes les moyens de locomotion, c'est encore mieux. Mais du coup, oui, en plus, j'ai l'impression que sur Paris en particulier, c'est né de la frustration autour... Alors moi, j'habitais pas sur Paris à ce moment-là, mais autour des la Vélib. frustration autour des Vélib, etc. Oui, exactement, je veux dire. Et vous avez vraiment eu des problèmes de disponibilité des véhicules, et justement parce qu'il fallait les ranger dans des parcs dédiés, etc. J'ai l'impression que du coup pour Lime, c'était Lime peut-être le service que tu cherchais, le nom en une syllabe.
Eux, là, c'est beaucoup plus où tu peux laisser un peu en libre service les appareils. C'est ce système du free floating, en fait. C'est la manière dont on désigne ces appareils qui n'ont pas besoin d'une base à installer. On peut juste les laisser n'importe où. Ça s'appelle le free floating. Et le free floating, en fait, c'est l'application a le vent en poupe. Qui gère après où sont les appareils, en fait. Et t'as des applications, justement, comme Citymapper, qui est le géant, qui est devenu en quelques années le géant en termes d'application, si vous l'avez pas sur votre smartphone, d'aide au transport, en fait. Il peut te calculer n'importe quelle forme d'itinéraire, en particulier les transports en commun dans pas mal de villes, et en particulier maintenant, du coup, justement, il s'est mis à jour avec tous ces systèmes de free floating, et donc tu peux voir autour de toi dans la rue où sont les véhicules les plus proches, peu importe leur type finalement. Donc oui, il y a vraiment une tendance lourde sur ça, je pense, pour remplacer la voiture, en fait, et pour désengorger la circulation surtout dans des villes anciennes comme Paris. Je sais pas à quel point aux États-Unis ça a pris aussi ce type de service. Alors San Francisco, oui, mais c'est un petit peu toujours le truc, c'est que San Francisco, ils sont tous basés là-bas, toutes ces startups. Donc, mais ça commence à prendre dans d'autres villes aussi. J'ai l'impression qu'en Europe, ça prend plus finalement ou en Asie que aux États-Unis, bizarrement. Justement parce que les villes sont anciennes et sont moins faites pour la circulation, alors qu'aux États-Unis, tout est déjà optimisé. Et plus compact. Voilà. Les villes sont aussi plus compactes aux États-Unis. Souvent, alors pas partout, mais souvent, les villes sont très très larges. Et bon, bref, on va pas faire une description. Non, mais c'est intéressant. Enfin, c'est de là aussi que vient le succès, je pense, de ces services-là, en fait. C'est vrai. Donc, est-ce que ça va marcher ou pas? Tu as soigneusement évité de répondre à ma question. Très, très bien. Bravo. Donc, je vais me retourner vers les patriotes qui, eux, pourront répondre très clairement par oui ou non. Est-ce que ça va transformer nos villes? Donnons d'abord la parole à Vivien. Je sais pas pourquoi, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que toi, tu es un jeune urbain dynamique et que tu es exactement la cible de ce type d'outils. Je sais pas parce que je vais avoir 40 ans en décembre, mais merci pour le compliment. Écoute, t'as 5 ans de moins que moi, donc t'es jeune. C'est bien. Voilà. Non, moi je trouve que oui, en fait, Wall-E était très visionnaire là-dessus. Tous les humains qui se déplacent sur des pods flottants oh, mon Dieu. Et qui n'utilisent plus leurs jambes, je pense qu'on va vraiment vers cet avenir-là. Et effectivement, dans ce contexte où on a toujours... en fait, ce qui nous emmerde le plus tous les jours, c'est clairement les transports. Et pas que le métro, etc. Mais quand tu es sur Paris, surtout, mais ça arrive aussi dans d'autres grandes villes, hein. Tu arrives à une station et après, tu as un rendez-vous qui est à 15 minutes à pied ou 20 minutes. Et comme tu es toujours à la bourre, tu as toujours besoin d'aller plus vite. Donc, c'est un truc dont les gens ont clairement besoin. Et par contre, je trouve que le problème, le défi, c'est un peu de mettre des lois, de mettre un cadre autour de tout ça. Et la difficulté, ça va vraiment être l'éducation, parce que en l'absence de loi, c'était un peu le Far West, et on a commencé à avoir des indications de ce qu'il fallait faire ou pas. Tu avais plein de sites qui disaient, bah voilà, si vous avez une trottinette électrique, restez sur le trottoir, n'allez pas sur la rue, c'est dangereux, etc. Maintenant, on apprend qu'il faut pas rouler sur le trottoir avec des trottinettes électriques et visiblement même sur la rue, quoi, carrément. C'est ça. Tu peux plus circuler nulle part. Donc, il va y avoir une espèce d'éducation à faire. Et éducation, je pense particulièrement aussi aux plus jeunes, parce que moi, personnellement, au détour d'une rue, ça m'est arrivé de quasiment me faire bousculer par un gamin qui sortait du collège à fond sur sa trottinette. Et j'ai vu aussi une fois 3 gamines sur des trottinettes en plein milieu d'un carrefour en train de se faire klaxonner par des voitures. Je pense pas qu'ils ont écouté les consignes des parents. Du coup, je pense pas que les parents soient au courant. Mais ça fait peur quand tu vois, tu sais, toutes ces trottinettes à la sortie du bahut. Et effectivement, ça commence à prendre de l'ampleur. Et il faut vite mettre un cadre autour de tout ça. Et pour moi, ça va se jouer surtout sur l'éducation, en fait. C'est vrai, il y a 2 choses hyper intéressantes dans ce que tu dis. Je crois que d'une part, on pense souvent à ce type d'outils comme remplacement de la voiture. Et peut-être que c'est parce qu'on avait les choses comme les Vélib et les Autolib et les Uber. On se disait, ça va permettre aux gens de ne plus prendre leur voiture. Mais c'est vrai que peut-être que ces trottinettes, c'est surtout pour remplacer les trajets courts en métro ou en bus. Et là, ça peut être utile, mais moins pour remplacer les voitures. Et puis ensuite, cette question d'éducation est évidemment problématique. Et au-delà de ça, la question de l'adaptation des villes à ces usages, et ça c'est quelque chose qui est très compliqué à faire, mais sur lequel est-ce qu'il faut changer la manière dont sont conçues les routes, ça, déjà le temps que ça a pris pour mettre 10% de pistes cyclables sur les routes dans tout Paris, je suis pas certain qu'on soit prêt à refaire la même danse, quoi.
À l'époque des boulevards haussmanniens, ça remonte à bien longtemps, mais on a bien, enfin, je veux dire, il y a un moment où on a eu l'ambition d'un coup refaire des axes entiers de circulation et on a mis les moyens et ça a été compliqué, mais on a réussi aussi réarchitecturer une partie de la ville. C'est sûr, mais je crois que le problème qu'on a ici, c'est même pas que c'est plus compliqué, c'est que les choses étaient plus lentes à l'époque. On pouvait se dire, bon, on va décider de notre urbanisme pour les 50 ou 100 années à venir. Aujourd'hui, si on avait dû refaire les villes pour les vélos avec autant d'ambition il y a 15 ans, est-ce qu'il n'aurait pas fallu les refaire pour les trottinettes ? Bon, peut-être que les trottinettes et les vélos vont ensemble, mais je ne sais pas si c'est aussi... Est-ce qu'on aura le courage ou la témérité de se dire on va réorganiser toutes nos villes ou toute notre ville, peut-être des villes pilotes, pour tel type d'usage, et puis pour se rendre compte 5 ans plus tard qu'en fait, les gens n'aiment pas les trottinettes. Donc, je sais pas. Il y a sûrement des gens plus intelligents et plus adaptés à ce genre de questions qui y réfléchissent. Aounchi, toi, c'est quoi ton avis là-dessus ? Moi, mon avis là-dessus, il est simple. Les villes ne veulent plus de bagnoles dans les villes. On les voit entre Londres qui met des péages, à Paris, on met des vignettes avec pour des raisons de pollution, pour des raisons valides, extrêmement valables. Ils veulent plus de la voiture dans les villes. Seulement, les gens, ils habitent dans les villes, et 2, ils vont dans les villes parce qu'il y a du travail et des réunions. Donc, ils vont être obligés de prendre les transports en commun. Et effectivement, ces petits trajets courts la station de métro, elle n'est pas juste en face de la porte où là j'ai mon rendez-vous. Non, elle est à 10 minutes à pied. J'ai besoin de quelque chose, d'aller plus vite. Et oui, c'est plus pratique de prendre la trottinette qui est juste là au pied en libre service que d'appeler à Uber où de toute façon il va être à moitié bloqué ou de toute façon il n'aura plus le droit de venir parce qu'il n'aura pas la bonne étiquette ou ce sera pas une voiture électrique. Donc je vais me rabattre sur ce que j'ai à disposition tout de suite, la trottinette. Et je pense que aujourd'hui la trottinette explose parce que ça répond à un besoin qui est j'ai besoin d'une ultra mobilité quand je suis sorti de mon transport en commun sous la main. Et sous la main, c'est quelque chose en libre service, c'est un vélo ou c'est une trottinette. Ouais. J'ai l'impression effectivement que on a un petit peu pas résolu le problème, mais cerné la question. Les trottinettes répondent à un besoin réel et c'est pour ça que leur utilisation explose, mais elles répondent à un besoin qui est différent de celui de réduire la circulation vraiment dans les villes, puisqu'elles ne proposent, on va dire en majorité, que des trajets, de s'utiliser dans des trajets qui ne seraient pas faits en voiture de toute façon, je crois. Donc c'est peut-être une manière de présenter les choses qui est un petit peu plus exacte que les associations. Alors ensuite, effectivement, il y a des sociétés qui se lancent dans le transport as a service qui veulent avoir, dans le transport en service, qui veulent avoir toute une panoplie d'offres de transport qui vont de la voiture au vélo à la trottinette et peut-être même inclure d'autres types de transports là-dedans, pourquoi pas. Mais les trottinettes spécifiquement qui nous occupent aujourd'hui, c'est quelque chose d'un petit peu différent, je crois. On ne peut pas parler de réduction significative de la circulation, je crois pas en tout cas, peut-être qu'on verra des études qui prouveront le contraire, mais de réduction significative de la circulation rien qu'avec les trottinettes. En fait, je vais redire un peu ce que tu as dit, mais pour moi, oui, ça remplace pas forcément quelque chose. En fait, c'est juste qu'on est en train de se diriger vers du multimodal et en fait, on est en train d'augmenter les façons les moyens de transport, la diversité des moyens de transport. Et donc, on se dirige vers du multimodal, c'est-à-dire qu'on va pouvoir passer d'un appareil à un autre, d'un système de transport à un autre, quoi. Écoute, j'aime beaucoup le terme multimodal, qui me paraît bien buzzy. Est-ce que tu pourrais trouver un moyen de l'allier, de le mettre dans la même phrase que quand on parlait des téléphones, parce que ça me ferait un titre pour l'épisode tout trouvé. Genre, téléphone multimodal, je suis pas sûr, mais... multimodalité. Multimodalité, ok. Multimodalité des usages et des appareils. Ça me paraît bien. Multimodalité pliable ou à 2 roues. Bravo. Multimodalité à 2 roues. Non, pliable à 2 roues. Non, ça fait trop apéro du capitaine comme titre. Des usages et des appareils, ça fait plus sérieux, tu vois. Les gens qui vont lire ça vont se dire « Ah, mais il y a des termes marketing importants que je dois connaître pour mon travail. » Pardon. Ou alors tu peux dire... à la fin, J'ai pas entendu Cassim, vas-y.
Je disais, rajoute dans le B2B ou le B2C à la fin. Et Vivien, tu as le mot de la fin avant qu'on avance. Ouais, moi j'appelle ça plutôt wallisation. Voilà. Wallisation, ça fonctionne aussi. mais dans Wally, c'est parce qu'ils étaient trop gros. Heureusement, je crois que c'est pas trop le cas en France. Non, je crois qu'ils sont devenus trop gros parce que justement, ils bougent plus. C'est ça, parce c'est qu'on veut tout le temps ne plus utiliser nos pieds. On veut se faire tracter dans un métro, sur un Uber, avec une trottinette. Voilà. Bon, eh bien écoutez, on va continuer à avancer dans les sujets de la tech. D'abord, je vais faire une petite pause pour vous parler de Patreon. Et Patreon, comme on le disait en introduction de l'émission, c'est le moyen pour les auditeurs de financer le rendez-vous tech. Et on a ici 3 personnes qui choisissent de donner des sous pour le rendez-vous tech. Donc, vous voyez que ce sont des gens de qualité, des gens sympas, des gens qui sont d'une intelligence supérieure, ce qui prouve bien effet de cause à effet. Alors, on ne sait pas s'ils sont intelligents parce qu'ils donnent ou s'ils donnent parce qu'ils sont intelligents. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils donnent et ils sont intelligents. Donc, je pense que vous pouvez tirer vos propres conclusions de tout ça pour savoir si vous devriez donner un petit peu de sous au rendez-vous tech ou pas. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais le mouton noir, qui est l'un des patriotes, nous dit « Salut, ça fait un moment que j'en ai marre des médias traditionnels pour diverses raisons. » Ah oui, ces médias traditionnels qui nous fatiguent. C'est en cherchant autre chose à écouter que j'ai découvert le rendez-vous tech. Je me suis décidé à participer au financement pour 2 raisons. Ça me fait toujours plaisir d'écouter l'émission qui est de bonne qualité et je pense qu'il est important de soutenir ce qu'on considère comme bien si on veut changer le monde. Et oui, rien que ça. En plus, je ressens une certaine joie quand je parle du meilleur modèle de financement au monde. Merci le mouton noir. Et effectivement, je crois que c'est une des motivations des gens qui soutiennent l'émission, c'est que on peut parler des problèmes qui existent sur Internet avec les médias, avec la gratuité, avec la pub, et se dire qu'on veut moins de pub ou moins de sponsoring. Et ensuite, il faut aussi agir soi-même quand on a des solutions qui sont appropriées à ce qu'on veut. Moi, je soutiens de nombreuses émissions, je soutiens différents projets sur Internet, et je pense que si vous appréciez l'émission, si vous pensez qu'elle vous apporte quelque chose, de bons moments, de l'information, un petit peu de détente, vous pourriez peut-être considérer, si vous l'écoutez depuis quelques mois, par exemple, et que vous continuez à guetter l'épisode quand il arrive le mardi ou le mercredi matin quand vous partez au boulot, peut-être pensez-y, patreon.com/rdvtech, c'est un bon moyen de se sentir bien, on va dire ça comme ça. Bon, on continue avec les news et les rumeurs. Une petite info intéressante que moi j'ai trouvée assez importante, c'est l'initiative qui a été présentée par Emmanuel Macron, mais qui est une initiative internationale. Il y avait un sommet c'est le Paris Peace Forum ces derniers jours, on le sait bien sûr. Il y a un accord qui s'appelle The Paris Call for Trust and Security in Cyberspace, donc l'appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace, qui est en fait une série de déclarations de principe en fait, qui ne donnent pas lieu à des mesures spécifiques, précises, mais qui est un ensemble de, comme je le disais, de principes sur lesquels s'accordent les différents pays signataires. Des choses comme le fait de protéger les droits de l'homme sur Internet, d'éviter le hacking des élections, d'éviter les activités de cyberattaque en temps de paix et par exemple le fait de menacer spécifiquement ou de manière systémique des individus. Alors il y a d'autres éléments comme le fait que des groupes du secteur privé ont une responsabilité, admettent et acceptent la responsabilité dans le domaine de la sécurité. Il y a d'autres choses qui sont mises en avant, mais vous
comprenez le principe. Il y a une cinquantaine de pays qui ont signé. Il y a un certain nombre de géants de la tech qui ont signé aussi. Certains pays n'ont pas signé, comme les US et l'Australie. On pourrait penser évidemment aussi à la Chine, la Corée du Nord, la Russie, l'Iran, Israël également. Mais au-delà de ça, la réflexion que ça m'a inspiré, je crois que on en a parlé aussi dans le sommet, le fameux sommet de la paix qui a eu lieu à Paris, c'était cette idée, c'était Emmanuel Macron qui en a parlé, c'était cette idée qu'il y a différents idéaux de l'Internet qui sont en train de se faire concurrence. Il y a un idéal américain qui a, je dirais, un petit peu bifurqué depuis l'élection de Donald Trump. Il y a un idéal chinois/russe. Et là où c'est vraiment une idée intéressante, c'est qu'il y a aussi un idéal européen qui est en train de se former. On a vu d'ailleurs qu'il y a un accord sans précédent qui a été trouvé entre la France, le gouvernement français et Facebook pour que la France aille faire un audit des méthodes de modération de Facebook. On sait qu'on se plaint souvent de la manière dont ces sociétés gèrent nos informations de manière complètement opaque. Et il est important. Enfin, souvent on dit que ces sociétés devraient contrôler ce qui est affiché sur leur réseau, sur leur site, sur leur service. Et j'ai l'impression que là, il y a une sorte de voie du milieu qui est esquissée par le gouvernement français, qui est que le gouvernement, une organisation gouvernementale, il reste à déterminer laquelle spécifiquement, mais une organisation gouvernementale au fait des sujets technologiques évidemment, fera un audit du fonctionnement de ces domaines de Facebook. Donc Facebook lui ouvre les portes, collabore, et le gouvernement approuve la manière dont c'est fait, ou au moins documente la manière dont c'est fait, et ensuite, après ça, laisse Facebook gérer le tri des informations à afficher, etc. Donc, on voit ça, on voit le RGPD, on voit toute une série de manières d'approcher Internet qui sont spécifiquement européennes, qui dessinent une vision de l'Internet qui est différente de celle qu'on voit ailleurs dans d'autres pays comme les États-Unis ou la Russie ou la Chine. Pour moi, il y a quelque chose de profondément positif là-dedans. C'est le fait d'exprimer notre vision du monde, puisque l'Internet est évidemment une extension du monde, qui est en train de se dessiner. Je trouve ça vraiment, vraiment bien, et j'irais même jusqu'à dire nécessaire. Est-ce que vous seriez... là encore, je me tourne vers Cassim. Est-ce que tu es d'accord ou est-ce que je me suis laissé mettre de la poudre aux yeux par les grands de ce monde qui sont en train de nous enfumer par ailleurs ? Non, ils sont juste en train de signer un deal avec les grandes entreprises de technologie pour mieux nous surveiller. Bon, bref. Ah, c'était ça, c'est que le gouvernement veut avoir toutes les informations que Facebook a sur nous. C'était ça l'idée. Remarque... Oui. Tu dis ça, mais il y a une information amusante sur le fisc qui est en train d'expérimenter avec la surveillance de réseaux sociaux pour détecter des différences entre les déclarations fiscales des individus et certaines choses qu'ils montrent sur les réseaux sociaux. Donc, si vous déclarez que vous avez gagné 10 000 € cette année et que vous exhibez votre Porsche acheté la semaine dernière sur Instagram, bah peut-être que le fisc viendra frapper à votre porte. À la limite, pourquoi pas ? Mais oui, c'est marrant avec cette idée de surveillance. Pardon, continue. Mais non, oui, donc plus sérieusement, sur le sujet général, bah, comme tu as dit, c'est surtout une déclaration d'attention. En fait, c'est un accord qui ne se traduit pas derrière par une loi, par exemple, très précise qui mettrait des limites ou des nouvelles responsabilités, par exemple, aux entreprises ou quoi. C'est vraiment un accord de principe pour aller dans un sens. C'est en soi ce qui est écrit dans l'accord, pour moi, me semble très bien. Il y a pas j'ai pas vraiment vu comme tu dis. Pour moi, ça va dans le bon sens, effectivement. Maintenant, j'attends de voir après les actions concrètes derrière, ce que ça peut devenir derrière.
Ce que je trouve beaucoup plus intéressant, c'est en tout cas ton analyse sur l'Europe, sur ce que tu dis par rapport à la RGPD, le RGPD. C'est en tout cas, effectivement, j'ai l'impression que l'Europe, peut-être probablement par obligation, parce que on n'a pas de grande entreprise de big data, tu vois, on a ni Google, ni Facebook, ni autre, ni Microsoft, ou j'en sais rien. Enfin, et donc pour éviter de trop facilement donner toutes nos données, nous, de citoyens européens, à ces entreprises étrangères, on est en train de mettre en place une législation qui effectivement favorise favorise le consommateur, favorise la protection de la vie privée, etc. Et donc, je ne sais pas si c'est, si tu veux, par obligation ou pour un idéal ou quoi. Dans tous les cas, peu importe, à la limite. Dans tous les cas, pour moi, ça va dans le bon sens. Et effectivement, ça dessine une législation qui serait différente, en tout cas, de celle qu'on trouve sur d'autres continents et qui est beaucoup plus favorable aux consommateurs et aux citoyens, en fait. Ouais, moi j'ai l'impression qu'on trouve presque un juste milieu. À part, il y a peut-être quelques éléments excessifs. On a vu les fameux articles 11 et 13, dont ce dernier est d'ailleurs activement combattu par YouTube, qui pour différentes raisons qu'on a déjà évoquées, mais c'est vrai que c'est difficile d'analyser. Je sais plus combien ils ont, 400 heures de vidéos toutes les minutes, et être responsable des contraventions aux droits d'auteur quand on ne sait pas ce qu'il y a dans la vidéo ou quand il est difficile d'analyser, même avec leur fameux système de Content ID qui est très restrictif, aller encore plus loin, c'est impossible à faire. Et ils sont en train de monter au créneau là-dessus. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir des excès, mais dans l'ensemble, moi, j'ai l'impression qu'on est en train d'essayer de trouver un juste milieu entre les droits des utilisateurs et les services que rendent ces sociétés et ce dont ils ont besoin pour être rentables et pour faire de l'argent. Et c'est vrai qu'il est facile, à mon sens, de se moquer des déclarations d'intention. C'est pas ce que tu as fait, mais je crois qu'il y a des gens qui pourraient être tentés de s'engouffrer dans cette brèche. Il est facile de se moquer des déclarations d'intention, mais c'est comme ces grandes organisations multinationales, comme l'ONU, qui va dire nous prenons une résolution, disons que ça, c'est pas bien. On peut dire, ah bah oui, vous prenez une résolution, c'est bien gentil, mais ça va rien changer. C'est pas vrai que ça change rien. C'est des orientations, c'est c'est des lignes directrices qui disent ce qu'on estime qui est acceptable ou pas. Et après, on est obligé de se placer par rapport à ces lignes-là. Donc pour moi, elles sont importantes. Donc c'est pour ça que je pense, bien sûr, c'est pas tout, mais c'est une bonne initiative et même une initiative nécessaire. Bon, je me retourne rapidement vers Vivien et Aounchi. Votre avis là-dessus, est-ce que vous êtes plus du côté oui, bon, ils sont gentils avec leur déclaration d'intention, mais ça va pas régler les problèmes. Vivien, ton avis ? Moi, je trouve que c'est bien. Il faut mettre un cadre à tout ça. Comme on disait tout à l'heure, le monde avance. Il faut mettre un cadre derrière. Et j'ai pas de souci sur cette intention-là. Par contre, ce que j'aimerais voir, c'est comment ça se traduit vraiment au niveau utilisateur. En fait, tu sais, de plus en plus ces derniers temps, dès qu'on visite un site, il faut faire, je caricature, mais 2-3 clics pour accéder au contenu, pour valider comme quoi on accepte l'usage de ces données personnelles, leur transfert, etc. Et dans un monde où on est en quête d'aller toujours plus vite, où on a la fameuse règle des 3 clics et tout doit aller vite, il faudrait peut-être trouver un moyen de fluidifier ça. Voilà, peut-être. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Autant je vante les qualités du RGPD, autant j'avoue que c'est limite contre-productif depuis quelque temps. Aounchi, ton avis là-dessus ? Alors, moi, je pense que ce que veut faire l'Europe, c'est un peu dire l'Internet, c'est bien, mais l'Internet, comme est un objet du monde, il doit être régulé par les États. Pour schématiser, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est la réponse. Oh, je trouve que t'es un peu. Tu vas un peu loin quand même. Non. Oui, mais le RGPD, on est la première brique et je pense qu'on est dans ce mouvement qui est pas forcément un mal. On parle de vouloir réguler ou autre. C'est la reprise en main. On a vu l'explosion d'Internet depuis les années 90. Les États s'en occupaient pas. Enfin, du moins, ce n'est pas dans le temps législatif de s'en occuper. Et là, on arrive dans le temps législatif où, Internet a bouleversé nos vies et il va falloir le réguler correctement. Le RGPD est la première chose. Cette intention est là
certainement la première chose. Après, effectivement, il faut voir les actes et c'est pas un mal. Il faut pas prendre ça mal. C'est pas du tout un mal. Ça évite d'avoir les sociétés privées, quelle que soit leur nationalité, qui dictent leurs règles. Non, monsieur X, ce n'est pas vous, société, qui fixez leurs règles, c'est la société civile. Nous, État, nous sommes représentants de la société civile, c'est nous qui fixons les règles. Et c'est légitime. C'est marrant parce qu'il y a des visions tellement différentes de ces sujets quand on va aux États-Unis, où ils ont une peur, j'allais dire panique, mais plutôt culturelle. De l'État fédéral. Oui, c'est ça, de l'État fédéral et de l'État en général. Et nous, on a une vision totalement différente. Et je crois que c'est pour ça qu'on dessine des contours d'un Internet différent. Et j'ai eu une réaction un petit peu adverse quand tu dis à Unchi, ah oui, mais c'est l'État qui reprend les rênes, parce qu'on avait tellement peur de ça au début d'Internet que quand on le dit, je me dis, non, mais oula, non, pas du tout. Et en fait, si j'y réfléchis 2 secondes, c'est vrai qu'à un moment, ça devient nécessaire. Non pas, enfin, ce qui est compliqué, c'est de trouver l'équilibre entre la restriction de l'innovation, qui a été si importante sur Internet et qui continue à l'être, et le fait d'éviter les excès, ce qui est, je pense, le but, en tout cas, de l'intention de ces choses-là. Bon, avançons un petit peu. La Russie, d'ailleurs, si on parle d'excès, désormais en Russie, tous les opérateurs de messagerie privée sont obligés d'identifier chacun de leurs utilisateurs spécifiquement et nommément. La loi arrive dans 6 mois. Et donc, ça veut dire que vous ne pouvez plus utiliser une messagerie privée de manière anonyme. Je sais. Ma première réaction, c'est de dire oui, mais vous êtes gentil, mais ça, c'est un outil de censure et de répression. Et en même temps, je sais qu'aux États-Unis, on peut acheter des téléphones mobiles sans décliner son identité, les fameux burner phones qu'on voit dans toutes les séries télé. En France, on est obligé de décliner son identité quand on a une ligne de téléphone mobile. Est-ce que c'est pas un petit peu la même chose ? Je sais pas, mais c'est un sujet peut-être qui ferait plus de débat que je l'aurais pensé à l'origine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le régime russe n'est pas forcément le plus accommodant des dissensions et que c'est bien utile de savoir qui utilise telle ou telle messagerie, même si on n'a pas accès au contenu des messages parce qu'ils sont chiffrés et ils prennent des mesures contre ça aussi. Mais même si on n'a pas accès au contenu des messages, bah quand on attrape quelqu'un, on sait au moins avec qui il discute. Donc voilà, ça, il faut le savoir également. Et en Chine, il y a une agence d'information qui s'appelle Xinhua, qui a fait un petit coup de pub avec des animateurs, des présentateurs plutôt composites. Alors c'est quoi ? Vous vous souvenez de ces deepfakes ? Les deepfakes, c'est des vidéos où on utilise une vidéo existante et on change soit le visage, soit la partie du visage qui va faire la parole, donc la bouche et puis peut-être le bas du visage, pour faire dire quelque chose d'autre à quelqu'un dans une vidéo. Et en l'occurrence, c'est un text-to-speech, donc un texte vers voix, et une intelligence artificielle, entre guillemets, tech, qui va utiliser des animateurs, des présentateurs existants pour leur faire présenter du texte écrit au texte par image composite de ce type-là. Alors, bon, c'est intéressant. C'est un moyen de créer de la vidéo avec du texte, en fait, pour ce type de truc. Je pense pas que ça soit hyper utile, mais c'est une utilisation intéressante de ce type de technologie. On va avancer parce qu'on est déjà à 1 heure d'émission et je veux absolument qu'on parle du sujet suivant, le Singles Day d'Alibaba, dont vous avez peut-être entendu parler maintenant parce qu'il a fait beaucoup de bruit cette année, mais qui existe depuis très longtemps. Alors je dis le Singles Day de Alibaba, c'est pas tout à fait Alibaba, ce grand... cette grande boutique en ligne en Chine qu'il a créée, ça existe depuis les années 90, mais ils lui ont donné ces lettres de noblesse, on va dire. Le Singles Day, c'est le 11 novembre, donc le 1111, Singles, hein, et Singles, c'est les célibataires. Donc c'est le jour des célibataires qui existait depuis longtemps et que Alibaba a transformé en événement shopping, comme on en a beaucoup, le Cyber Monday, le Black Friday, etc., qui se déportent aussi sur Internet. Mais là où c'est impressionnant, c'est que le Singles Day a duré 24 heures et a généré 30 milliards de dollars de ventes en 24 heures.
ils ont généré 1 milliard en 85 secondes. Les 85, genre 1 minute et demie, c'était 1 milliard de ventes. Et pour donner un peu de comparaison, Black Friday et Cyber Monday, on est autour des 6 à 7 milliards chacun. Là, en une journée, c'était 30 milliards. Donc, c'est absolument monumental. Je pense que ça risque d'arriver bientôt en Occident également, parce que c'est une occasion de générer de la vente. C'est un événement. Et l'idée était intéressante. C'était l'idée de donner aux célibataires le pendant de la Saint-Valentin. Parce que la Saint-Valentin, c'est sympa, on est en couple, mais les célibataires, ils ont aussi le droit de se faire plaisir. Et donc, c'était genre, vas-y, achète-toi un petit truc, ça va être sympa parce que t'es célibataire. Célèbre ton célibat et fais-toi plaisir parce que c'est bien il y a pas de raison, quoi. Je trouve ça hyper malin. Et puis finalement, pourquoi pas ne pas stigmatiser les célibataires. Je sais pas si vous êtes célibataire ou pas, vous tous, mais moi, maintenant, j'ai une femme, un enfant, j'ai presque le chien, la maison à la campagne, donc je suis plus dans ce marché-là. Mais je sais que quand j'étais célibataire, j'aurais pas été contre l'idée de me déculpabiliser un achat à un moment, même si, évidemment, c'est une grosse initiative commerciale. Vivien, j'entendais que tu voulais prendre la parole. Ouais, parce que j'avais envie de lancer une blague, mais moi, je suis marié. Hein. Je suis pas célibataire, mais ma femme a explosé la carte sur AliExpress le jour du Singles Day. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que ça a dépassé les célibataires. Vannes, du coup, mais c'est vrai que la fille ou le mec qui a inventé le truc, a fait ressortir le truc pour en transformer un événement commercial, c'est une ou un génie, hein, ça c'est sûr. C'est clair. Mais c'était un truc assez organique. C'était un truc assez organique qui existait depuis longtemps, mais c'est vrai que c'est Jack Ma de Alibaba qui a fait des trucs. Enfin, il en fait tout un événement. Il y a des émissions de télé avec lui qui fait des. L'année dernière, il y avait une sorte de petit film où il se battait contre les stars du kung-fu, enfin des films d'arts martiaux chinois comme Jet Li et je sais plus qui. Bref, bon. C'est vraiment une chose intéressante et c'est surtout pour dire que ça risque d'arriver chez nous, quoi. Je sais pas si quelqu'un d'autre veut dire quelque chose ou si on avance. Non, mais effectivement, c'est un événement qui est en train de devenir de plus en plus important. Mais déjà, même le Black Friday, finalement, ça fait que quelques années qu'on le connaît en Europe. Enfin, quand tu es fan de séries télé, tu peux le connaître avant si tu veux, mais effectivement, en Europe, par exemple en France, il n'y avait pas vraiment de Black Friday, enfin les boutiques ne faisaient pas le Black Friday, notamment parce qu'il n'y avait pas de Thanksgiving en France, donc il n'y avait pas de raison de faire un Black Friday, mais bon, ça n'a pas empêché les commerciaux d'importer l'événement. Et donc là, le Single Day, effectivement, on verra quand il sera importé en Europe et en Occident, mais en revanche, comme on a dit avant, finalement l'événement il existe déjà en Occident par l'importation en fait. Enfin, c'est vraiment un truc qui s'est démocratisé depuis quelques années. L'importation depuis la Chine, c'est vraiment devenu accessible à n'importe qui. Et les sites comme AliExpress, Gearbest et compagnie, il y a beaucoup de monde qui font leurs achats sur ces sites-là maintenant, quoi. Et d'ailleurs, entre parenthèses, on a aussi eu des échos de pratiques assez critiquables de Alibaba qui obligeaient un bon nombre de revendeurs à pratiquer des réductions drastiques, parfois même à perte, qui obligeaient, on va dire, qui insistaient lourdement, et que c'était pas forcément le meilleur deal pour eux. Mais bon. On en parlera peut-être quand ça arrivera en France. Moi, je pense que l'année prochaine, on risque de commencer à avoir des plateformes en ligne qui le feraient. Oui, je suis pas sûr. Non, tu penses pas ? Non, le Black Friday, pourquoi maintenant on le fait en France ? Parce que Amazon a pignon sur rue et qu'il l'a importé en France. Ce jour-là, pour moi, c'est ma vision, il arrivera réellement chez nous quand Alibaba, effectivement, on est d'accord, ils sont déjà en France, mais ils sont pas mainstream. Ils sont pas au niveau, ils sont pas aussi connus qu'Amazon. Le grand public ne va pas sur Alibaba acheter ou AliExpress acheter des choses. Il va chez Amazon encore. C'est sûr. Le jour où Alibaba est réellement mainstream, là, oui, cette journée-là va arriver. Moi, je pense que, au contraire, l'année prochaine, il y a des sociétés qui vont, des boutiques en ligne qui vont commencer à faire du single. Ça l'est déjà. Hein. Moi, je commande sur Gearbest, ils faisaient déjà de la pub pour cette journée-là. Là, on parle de boutiques chinoises. Moi, je pense à, je sais pas, rue du Commerce, la Fnac. Tu vois, ces boutiques bien françaises. Typiquement, la Fnac et rue du Commerce, ils ont commencé à faire le Black Friday après Amazon.
Bien sûr, mais moi je pense que là ils vont faire le Singles Day l'année prochaine. On a les prédictions en début d'émission sur les téléphones pliables. Là, moi je fais ma prédiction. L'année prochaine, on aura au moins 2 grandes chaînes de distribution ou 2 grands sites de distribution qui vont faire du Singles Day. On rendez-vous en 2019 pour acheter notre smartphone pliable. C'est ça, exactement. Notre smartphone pliable l'an prochain pendant le Singles Day. Tout à fait, pour seulement 1 659 €. Une affaire. Et tu iras récupérer le colis en trottinette. En trottinette, c'est ça. En trottinette, comment? Jump, Lime, Bird, comment? Tech, Prout. Non, bon, on va s'arrêter là. Amazon a signé un deal avec Apple pour distribuer officiellement ses produits. Alors, quasiment tous les produits sont en vente sur Amazon dans plusieurs pays, dont la France. Et c'est une première, puisque jusqu'à maintenant, les produits Apple n'étaient disponibles sur Amazon que par des vendeurs tiers. Et il se trouve que désormais, les vendeurs tiers n'ont plus le droit d'être sur Amazon, on parle des vendeurs tiers de produits Apple, à moins d'être accrédités par Apple. Donc, c'est quelque chose un deal assez intéressant, mais en tout cas, je ne sais pas si c'est une preuve de la puissance d'Amazon, qui n'avait plus vraiment besoin de preuve de sa puissance, mais Apple est désormais disponible sur Amazon officiellement. Je serais très curieux de savoir quels deals ont été faits dans l'arrière-boutique des histoires d'applications disponibles sur les Apple TV ou je sais pas très bien comment ça s'est passé, mais je serais très très curieux de savoir s'il y a eu des deals derrière ça. Il y a iOS 13 quand Siri dans iOS 13 va mettre en avant les produits Amazon d'un coup. Exactement, oui. On verra, mais non. Mais par contre, c'est un deal super important. Enfin, ça va décupler encore les ventes des produits Apple s'il fallait encore les augmenter. Parce que tout simplement, enfin, pour moi, Amazon, ça veut dire frais de port gratuits, ça veut dire disponible en 4 fois, tu vois, en payant. 4 fois sans frais, oui. Voilà, soit un sans frais ou à peu de frais. Et c'est beaucoup plus accessible que acheter sur le site d'Apple. Enfin, ça rentre dans les habitudes d'achat des gens. Et à mon avis, ça va rendre les produits Apple beaucoup plus accessibles au grand public, en fait, qui soient disponibles sur Amazon. Je précise, il y avait tout de même déjà une disponibilité de produits d'Apple par des vendeurs tiers. Ouais, mais tu t'achètes pas, quand tu achètes un iPhone à 800 ou 1000 €, l'acheter par un vendeur tiers, t'es un peu frileux quand même, je pense. C'est sûr, ouais, c'est certain. Tiens, d'ailleurs, les aléas des chaînes de distribution, il y a une société qui s'appelle Lementum, qui est le fournisseur d'une partie de la technologie Face ID pour Apple, qui a réduit ses prévisions de revenus de manière significative de 17%. Et du coup, tout le monde s'est dit « Ah, merde, ils ont réduit leurs revenus » et c'est ceux qui fournissent essentiellement Apple en tech Face ID. Donc, Apple ne vend pas tellement de téléphones ce trimestre. Donc, l'action d'Apple a chuté de 5%. C'est intéressant. Je ne sais pas si c'est le cas, mais on aura les résultats de ça d'ici 3 mois. Disney a annoncé sa nouvelle chaîne de streaming dont on savait qu'elle allait arriver, mais ils l'ont annoncé pour la fin de l'année 2019 aux États-Unis. Ça s'appellera Disney+. Ils ont une série de séries justement tirées de leurs univers Marvel et Star Wars, entre autres, qui seront exclusifs à cette chaîne. Le prix devrait être, on va dire, un petit peu en dessous du prix de Netflix. On ne sait pas très bien sur quelle offre Netflix il se base, parce qu'il y en a une qui a genre moins de 8 € et d'autres qui sont plus chères. On verra le prix de l'offre Disney spécifiquement, mais Disney Plus arrive. Moi, vous le savez, je suis totalement prêt à recevoir Disney Plus dans ma vie. On imagine que ça n'arrivera pas en Europe avant au moins 2020, si ce n'est plus tard. Juste à temps pour que mon fils puisse avoir accès à tous les films Pixar facilement quand il sera en âge de les regarder. Mais oui, moi je sais pas s'il y a grand chose à dire là-dessus, mais c'est voire le seul gros concurrent que pourrait avoir Netflix là dans les années à venir, parce que c'est Disney quoi, et qu'ils ont tellement de licences. En plus avec le rachat de la Fox, ils ont tellement de licences que ils vont pouvoir faire un service qui sera au niveau de ce que propose Netflix. Et j'ai trouvé ça très marrant que Netflix, à peu près dans les mêmes jours, je sais plus si c'était avant ou après,
je sais que c'est qu'une seule partie de Disney, mais c'est une partie importante de Disney aussi. Netflix a annoncé ses ambitions, enfin a réannoncé ses ambitions sur l'animation, sur les films animés, les dessins animés, etc. Que ce soit sous forme de série ou forme de film. Ils ont recruté une nouvelle fois, comme Netflix a l'habitude maintenant, ils ont recruté pas mal de créateurs assez connus. Moi, je connais, enfin il y a Alex Hirsch qui s'est fait recruter, qui est le créateur de Gravity Falls, qui est une série de Disney justement à la base. Enfin, ils ont des créateurs des animateurs du film Le Roi Lion. Ils ont des créateurs de How to Train Your Dragon, donc Dragon. De DreamWorks. Enfin, bref, ils ont recruté pas mal de créatifs et je trouve ça justement intéressant que Netflix renforce son offre aux plus jeunes en fait, parce qu'ils ont énormément de séries pour adultes, ils ont énormément de films maintenant. Ils en font de plus en plus des films et des séries qui marchent très bien, mais ils ont pas beaucoup le contenu pour enfants est encore pas au niveau, limité, je pense, de ce qu'ils proposent pour les adultes en tout cas. Et c'est vrai ils ont quelques séries. Ça va être le gros aspect attractif de Disney, même s'ils ont des choses pour des gens plus âgés aussi. Et donc, c'est vrai qu'ils doivent se préparer à ça. Tu as tout à fait raison. Oui. Et d'ailleurs, entre parenthèses, The Dragon Prince, c'est très très bien sur Netflix. C'est par les créateurs de Avatar, qui est une autre série excellente, mais je vous le recommande. Oui. Pardon, Aounchi, tu voulais dire quelque chose ? En fait, pour moi, effectivement, Disney Plus va être le challenger de Netflix. Après, ça va se battre au niveau du tarif. C'est sûr. Ils ont l'avantage d'arriver après. Disney économiquement va bien. S'ils veulent frapper un bon coup, voilà, 100 milliards, ils ont les licences. Ils ont déjà, rien qu'à aujourd'hui, on ne prend pas forcément ce qu'ils vont produire de nouveau, mais juste ce qu'ils ont aujourd'hui au catalogue. Il y a toi, Patrick le Premier, tu dis je prends. Et tu n'as même pas encore regardé les nouveaux. Non, juste tu regardes ce que fait Pixar, tu regardes ce que fait Disney aujourd'hui, Marvel et Star Wars, et tu dis je prends. S'ils veulent frapper fort, il faut qu'ils soient plus bas de Netflix. Si financièrement ils sont plus bas de Netflix, ils vont faire extrêmement mal à Netflix. C'est ce qu'ils indiquent tout à fait. Et t'as raison de mentionner qu'ils ont les reins très très solides. Ils ont absolument pas besoin d'argent, contrairement à Netflix. Alors, c'est pas qu'ils ont besoin d'argent, Netflix, mais leur service repose entièrement sur le succès de leur service, forcément. Alors que pour Disney, c'est un truc en plus. C'est pas du tout la même approche. T'as raison. Bon, on pourrait en parler pendant des heures et sur le fait qu'on va devoir se retrouver à payer 60 000 options différentes. Ouais, Vivien, il faut mentionner. Non, je voulais. Vivien, vas-y. Non, je voulais juste diminuer l'enthousiasme. Non, je suis assez d'accord avec Aounchi, c'est un challenger à Netflix, mais pas sur l'ensemble du contenu. Parce que si tu veux, le gros truc, c'est que les séries et films Marvel resteront sur Netflix. Donc, rien que ça. C'est un truc. Ah non, énorme. Alors justement, excuse-moi, les séries Marvel effectivement vont rester, mais les films, je suis pas sûr du tout parce que les séries sont coproduites avec Netflix. Les films, par contre, ils ont les droits jusqu'à, je crois, la fin de l'année ou début d'année prochaine, et après ça va disparaître. Disney est en train de rapatrier absolument tout ce qu'ils peuvent, et ça inclut évidemment Pixar, etc. Donc. Mais je pense que ça va être pas mal sur le côté contenu justement pour les plus jeunes, parce que tout le contenu R, par exemple, moins de 17 ans, ça ira sur Hulu, ça sera pas sur Disney+. Et en fait, en gros, ce que tu auras pour les plus grands, ce sera Star Wars, quoi. Parce qu'ils veulent faire 3 séries dans le monde de Star Wars, mais enfin voilà, moi je demande à voir en fait. Disney, ils ont la Fox aussi, il faut pas les oublier. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, je pense que ils ont la Fox. Au niveau du contenu, je pense que non seulement ils ont déjà beaucoup, là où ils sont peut-être un peu faibles, c'est sur les séries. On sort un petit peu du cadre de la tech, mais c'est sur les séries où ils sont faibles. Mais ils ont annoncé plusieurs séries Star Wars, plusieurs séries Marvel, et du coup, il suffit en fait. Souvenons-nous, Netflix a vraiment décollé. Ils n'avaient pas 60 000 séries différentes. Ils en avaient 2-3 grosses qui ont tapé des gros coups. Et ça a suffi à convaincre les gens de donner 9 € par mois. Il faut pas grand-chose pour te dire, allez, je vais payer 9 € par mois. C'est une place de ciné, finalement. Donc, il suffit que tu aies 1 ou 2 trucs que tu as envie de voir dans le mois pour que
tu acceptes de payer ça. En tout cas, c'est l'exemple qu'on a vu avec Netflix. Peut-être qu'aujourd'hui, où on est accablé de nombreux abonnements, les choses seront un petit peu différentes. Entre parenthèses, le rendez-vous tech, comptez pas ça dans les nombreux abonnements que vous avez. Ça c'est à part, n'est-ce pas? N'est-ce pas les patriotes? Mais je m'abonnerai quand même, hein, de toute façon. Ah bah voilà, c'est ça. Note, voilà. Tu sais, dans le contexte, comme je disais, de walisation, il faut bien qu'on ait des écrans avec des contenus à regarder en permanence sur les sur nos écrans pliables. Les contenus. Pardon, Cassim, t'as coupé? Je disais les contenus originaux French Spin, bien sûr. C'est ça. Bon, on est en négociation avec c'est Bob Iger qui est encore là-bas. Bob? Non, je sais plus. John, Will, quelqu'un Iger. Bon, continuons et on va conclure. Facebook a publié une application qui s'appelle Lasso, qui fait concurrence à TikTok. Et du coup, je suis allé voir TikTok, dont j'avais entendu parler depuis longtemps. C'était une application qui s'appelait Musical.ly avant, qui a été rachetée par une société chinoise qui éditait l'application TikTok. Ils ont mis les deux ensemble. Je voulais le mentionner parce que ça fait beaucoup de bruit et c'est la première fois où vraiment je suis arrivé sur un contenu où je me suis dit, là, c'est pas que je suis vieux, c'est que je comprends pas ce qui se passe devant mes yeux, quoi. C'était juste tellement méta-mime, des blagues sur des memes qui étaient déjà intégrés à cet écosystème, qui parlaient d'autres memes qui étaient ailleurs. C'était complètement... Je comprenais même pas ce qui se passait. Alors, c'est des vidéos courtes de 10-15 secondes généralement, avec de la musique dessus. Donc, c'est souvent des danses, des trucs comme ça. Et il y a tout un tas de contenus. On va pas faire toute l'émission sur TikTok, mais c'était tellement mimesque que j'ai juste pas compris, quoi. Et je me suis rendu compte que c'est un écosystème complètement à part auquel je suis assez étranger. Je sais pas si c'est l'âge, on en parlait tout à l'heure, mais c'est intéressant. Je suis curieux d'en voir un petit peu plus, mais ça s'est développé beaucoup chez des plus jeunes, mais de manière complètement parallèle, et c'est un truc qui a vraiment le vent en poupe. Donc TikTok, si vous avez des adolescents, peut-être intéressez-vous à cette application, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par là. Moi, j'ai déjà jamais réussi à utiliser Snapchat, alors TikTok, tu vois. Tu sais, c'est encore plus différent TikTok. C'est vraiment un truc... ça me fait penser en fait au vocabulaire vidéo qui s'était développé sur Vine. Tu te souviens de Vine, les vidéos de 6 secondes? Non, mais tout le monde fait Enfin, effectivement, la comparaison. Il y a beaucoup de rapprochements avec Vine. La banque de la Poste arrive à l'été 2019, après l'avoir annoncé pour 2017, puis pour 2018. Et c'est maintenant 2019, ça s'appelle Ma French Bank. Ok, c'est un nom étrange. Ma French Bank, c'est vraiment un nom avec cet anglicisme. Banque avec un K, comme en anglais, mais Ma en français, donc ok. C'est un marché très concurrentiel, très compliqué, mais la Poste arrive dessus. Donc c'est bien en même temps que nos institutions vénérables se modernisent. Ça a pris du temps, mais... Je sais pas si tu as bien précisé, enfin c'est une banque mobile, hein, donc c'est un concurrent pour N26, parce qu'il y a déjà la banque postale qui existe. Bien sûr. Bien sûr, là c'est une banque mobile, tout à fait, 100% mobile. Donc concurrence avec tout ce qui est Revolut, Number 42, etc. Ouais. 42? Non, c'est pas 42, 46, 26. C'est N26, ouais. N26, et qui d'ailleurs est vachement bien, cela dit en passant. Si la Poste pouvait prendre un truc aussi sympa où tu as autant de liberté, à savoir que tu mets toi-même les limites que tu veux sur ta carte, sur ton compte, c'est affolant, quoi. Ouais, d'ailleurs... Cédric nous en parlait il y a quoi, 3 ans, Cédric Ingrand, je crois, de Number 26 et de N26, et c'est vrai que depuis, ils ont un petit peu le vent en poupe. Ouais, et la carte est magnifique en plus. Tu fais grand effet quand tu vas régler ta note au restaurant. Pourquoi elle est comment la carte? C'est genre. Moi j'ai pris celle qui est genre transparente et tout. Enfin, elle est super stylée. Et c'est systématique. À chaque fois que je vais boire un coup et tout, au moment de régler, t'as toujours la question, ah mais qu'est-ce que c'est que ça, etc. En fait, ils sont maléfiques. Ils ont converti les users en commerciaux. En fait. Pas mal. Écoute, les gens qui ont le Singles Day, du coup, ils peuvent impressionner leurs potentielles conquêtes dans les bars avec cette carte aussi. Donc, ils font des achats pour le Singles Day et très bien. Et enfin, dernier sujet.
les écrans de cinéma Onyx. Est-ce que vous savez ce que c'est ? C'est une technologie développée par Samsung. En fait, c'est des écrans LCD qui remplacent les écrans de cinéma et les projecteurs. Donc, c'est des séries d'écrans LCD. Ça a beaucoup d'avantages, notamment le fait que c'est beaucoup plus lumineux que l'image qu'on va obtenir avec un projecteur. Les couleurs sont mieux rendues, etc. On peut faire le HDR. Il y a plein de choses super intéressantes avec ces écrans. Et c'est un système que Samsung a vraiment pensé pour le cinéma et qu'ils espèrent vendre dans un premier temps pour des expériences un petit peu premium dans des cinémas haut de gamme, mais à terme, peut-être, pourquoi pas, ce type de technologie pourrait remplacer les écrans traditionnels un petit peu partout. Moi qui suis un grand fan de cinéma, serais très curieux de voir le type d'image que ça peut donner, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nos télévisions, alors c'est pas tout à fait 100% le même type de technologie, mais nos télévisions... C'est une télévision géante quand même, quoi, en gros. Un petit peu, oui, mais c'est des panneaux spécifiquement développés pour ce type d'utilisation. Mais oui, nos télévisions ont une meilleure image. Ton rendu de l'image est quand même plus proche de la télévision que ce que tu as au cinéma. C'est vrai, justement, pour les cinéphiles, l'intérêt du cinéma, c'est le rendu de l'image. Alors, c'est pas faux, et on peut peut-être partir dans un débat sur la qualité des 33 tours et du vinyle et de ce genre de choses. Mais enfin, aujourd'hui, tu fais du HDR au cinéma sur de la projection, hein. Oui, mais le fait qu'il y ait moins de luminosité, c'est quand même problématique pour le rendu des couleurs aussi. On est obligé d'être... c'est pas tant la luminosité que le contraste, à mon avis, qui va vraiment... Enfin, ils mettent en avant effectivement le bout de luminosité, mais je pense surtout au contraste, moi, parce que tout simplement, un vidéoprojecteur, le contraste, c'est très compliqué. Alors qu'une télé, surtout en particulier, j'imagine, si c'est basé sur de la technologie OLED, ou peut-être à terme en tout cas, ils peuvent jouer avec beaucoup plus finement avec la luminosité des pixels, et des panneaux, et donc jouer avec le contraste beaucoup plus finement, quoi. Tout à fait. Bon, et c'est sur cette dernière news qu'on va se quitter. On en avait quelques autres qu'on aurait pu évoquer, mais on va les laisser de côté peut-être pour les évoquer un autre jour, puisqu'on a déjà fait bien long. J'aimerais vous remercier tous les trois d'avoir participé à l'émission et vous donner l'opportunité de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet. On va commencer par Cassim. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais sur le net ? Oui, je suis journaliste, ce vieux métier en perdition. en perdition. Je suis journaliste pour le site frandroid.com, qui travaille aussi avec le site numerama.com, et surtout je co-anime le podcast Salut Techie, donc le podcast de Frandroid, où depuis cette nouvelle saison, on essaye d'avoir des invités à chaque épisode pour parler vraiment de sujets tech, mais moins liés à l'actualité, plus froid, plus terrain. On fait moins d'analyse d'actualité parce qu'on sait que tu maîtrises parfaitement le sujet, donc on voudrait pas surtout pas. J'ai déjà couvert le marché, donc oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On peut pas, voilà. Donc voilà, on se différencie plus par cette analyse plus long terme, plus froid. Très bien. Donc, et on essaie d'avoir des invités. J'espère qu'on t'aura un jour, si tu as de passage sur Paris à un moment. Écoute, c'est bien possible. Faut qu'on discute. Très bien. Merci Cassim. Vivien, est-ce que toi, tu as une activité sur Internet, un compte Twitter par exemple ? Oui, tout à fait. C'est avec mon prénom, mon nom. Donc, c'est Vive Lalu, Vivlalu, donc sur Twitter, Instagram. J'ai même un site aussi à ce nom-là. Donc, si vous me retrouvez là, ce sera plutôt des retrouvailles musicales. Parce que j'y parle de ma musique, voilà, mais sinon je parle un peu de tout et j'aime bien prendre tout plein de photos sur Instagram avec le Huawei P20 Pro et venez jeter un coup d'œil. Appareil de qualité, magnifique. Ouais, tout à fait. Vivelalu.com. Très bien. Voilà. Attends, mais c'est toi qui es en photo sur la page d'accueil ? Oui, tout à fait. Ah, mais c'est pas du tout. Ah, mais mon image est complètement brisée là. T'as pas plus les cheveux longs du tout. T'as les cheveux hyper courts. Voilà. Je suis presque déçu. Ouais, je sais. Tu voulais faire une pub et dire le rendez-vous tech, ça vous rend plus intelligent et ça fait pousser les cheveux aussi. Mais je crois que je commencerai à en avoir besoin possiblement. Je regardais le haut de la tête et ça commence à s'affiner là. Voilà,
Aounchi, est-ce qu'on peut toujours te retrouver comme d'hab sur Twitter ? Exactement, sur Twitter. Aounchi Oshova, le lien est dans les notes de l'émission, comme le lien vers tous les comptes Twitter de tous nos invités à toutes les émissions. Pour ma part, c'est Patrick, Note Patrick, sur Twitter, Facebook, Instagram, et bien sûr frenchspin.fr pour le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu, si vous appréciez les jeux vidéo, surtout en cette période de fin d'année où toutes les grandes sorties sont de sortie, vous pouvez aller écouter le rendez-vous jeu également, vous y abonnant sur votre app de podcast tout de suite, vous cherchez rendez-vous jeu sur votre app de podcast et vous vous abonnez. Et si vous appréciez le rendez-vous tech, comme on l'a déjà mentionné au milieu de l'émission, patreon.com/rdvtech pour devenir patriote. C'est très simple, ça se fait en 2 minutes. Vous gardez le contrôle entièrement sur la manière dont vous aidez l'émission, nombre d'émissions par mois, somme par émission, vous vous arrêtez quand vous voulez. C'est le meilleur business model du monde qui est respectueux de ses abonnés. Si vous ne considérez pas ce business model-là, je ne sais pas lequel pourrait vous plaire. Hein, bon. Donc, en tout cas, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech si l'émission vous plaît et si vous passez de bons moments en notre compagnie. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.